Pourquoi les gens réagissent-ils si différemment à un message identique? La pensée la plus profonde, le message le plus inspirant, perdent tout leur sens s'ils ne sont pas compris à la fois intellectuellement et affectivement. Certains discours vont nous motiver alors qu'ils laissent les autres de marbre. Je sais pas si vous avez vu le film Demain. À un moment, il parle de l'éducation dans les pays du Nord. Et perso, ça m'a touché et j'ai chialé, comme une merde. Alors que les autres dans la salle, ils étaient impassibles. Comment ça se fait? J'ai toujours été un peu l'ovni dans les groupes, dans les classes, et le fait de comprendre comment je fonctionnais m'a beaucoup aidé. Et ça peut aussi t'aider, j'en suis sûr. Donc je vais te présenter 7 schémas internes qu'on a tous en commun, mais qui s'expriment de manière différente chez chacun. Ils vont te permettre de mieux te connaître, et si tu apprends à déceler les modes de fonctionnement chez les autres, tu communiqueras d'une manière optimale avec eux. Et ouais. Ladies and gentlemen, your attention, please. Your attention, please. Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. I have something to tell you. Cette introduction était larmoyante, bordel, je l'ai dit, oui, j'ai pleuré. Et alors? Aujourd'hui, je vous parle du livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, de nouveau un méga best-seller en développement personnel. Alors j'aime pas trop ce mot parce que souvent c'est une caricature, tu vois. Ouais, je fais du dev perso et tout. Vous voyez quoi. Et donc aujourd'hui, je vous parle du chapitre 14 de ce livre qui s'appelle les métaprogrammes. Alors qu'est-ce que c'est les métaprogrammes? Les métaprogrammes sont des programmes dans notre cerveau qui orientent nos comportements. Donc en gros, on reçoit de l'information de l'extérieur et notre cerveau va le traiter, éliminer une partie, généraliser en fonction de notre vécu, notre génétique et de notre expérience. Un bon truc pour l'expliquer, c'est l'analogie de l'ordinateur. Un ordinateur, il peut rien faire sans le logiciel qui lui fournit la structure grâce à laquelle il accomplit des tâches spécifiques. C'est à peu près ce que font les métaprogrammes dans notre cerveau. C'est inconscient en fait. Alors même si les situations varient, chaque individu comprend les choses et organise sa pensée selon une structure qui reste toujours la même. Donc je vais vous présenter ces 7 métaprogrammes, l'un à la suite de l'autre, et on commence tout de suite. Le premier métaprogramme, est-ce que vous êtes plutôt dans la recherche du plaisir ou évitement de la douleur? Donc notez à chaque fois ce que vous pensez être. Je fais un petit aparté. À nouveau, il n'y a rien d'absolu dans ce métaprogramme. Personne d'entre nous répond toujours à la même façon à tous les stimuli. Mais chacun d'entre nous réagit selon un mode dominant, une tendance profonde à utiliser les programmes de la recherche du plaisir plutôt que celui de l'évitement de la douleur. Donc par exemple pour les études, certains bossent pour ne pas avoir de seconde cesse, ils ont peur de ça. Et d'autres qui bossent pour le plaisir d'étudier et d'apprendre. Et puis d'autres n'étudient tout simplement pas en fait, parce qu'ils s'en foutent d'éviter la douleur de la seconde cesse et ils sont plus tendance à aller vers les choses, à aller vers le plaisir, à faire ce qu'ils ont envie de faire. Pour trouver le mode de vos interlocuteurs, écoutez ce qu'ils disent. Vous disent-ils ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas? Et en fonction de ça, là on rentre dans la vente. Il y a 2 façons de vendre un produit, en vantant ce que l'on obtient ou ce que l'on évite grâce à ce produit. Et donc la stratégie à appliquer dépend du mode de réaction de notre interlocuteur. Le deuxième métaprogramme concerne les schémas internes ou externes de référence, ou le fameux « as-tu besoin de preuves extérieures ou intérieures pour te motiver ?» Donc, demandez à quelqu'un comment il sait qu'il a réussi quelque chose. Certains cherchent des preuves externes et d'autres des preuves internes. Donc le schéma externe de référence, c'est typiquement un gars qui va avoir besoin d'une petite tape sur l'épaule, un compliment, un prix. Voilà comment satisfaire ce type de profil. Moi, je fonctionne comme ça, perso. Donc je suis très sensible à la flatterie. J'ai besoin qu'on me dise « oui, c'est bien ce que tu as fait et tout ». Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans aussi. Le schéma interne de référence, ça c'est le mec, il sait lui-même s'il est satisfait ou pas de ce qu'il a fait. Il a beau avoir fait le meilleur film, avoir reçu un Oscar, si lui-même il est pas convaincu d'avoir fait du bon travail, vous le ferez pas changer d'avis quoi. Lui il dit putain ce que j'ai fait c'est nul. Un autre exemple pour que vous me compreniez bien. Il y a un ami qui veut que tu viennes à une conférence. Alors si t'es extérieur, tu le convaincras en disant viens mec, tout le monde y a été, ils m'ont dit que c'était incroyable et tout, tu peux pas manquer ça. Voilà, c'est comme ça que vous le convainquez. Si c'est un mec plutôt qui a besoin de preuves intérieures, ça marchera pas. Vous ne le convaincrez pas. Il faudra faire des références à ce qu'il connaît déjà. Tu vois, ce mec connu que t'aimes bien, et ben lui, il recommande cette conférence, donc viens et tout ça. Et dans ce cas-là, moi je fonctionne plus sur ce mode. Bon, si je me prends en exemple, c'est pas un délire mégalo, c'est pour souligner le fait que de ce que je racontais au-dessus, on n'est pas figé dans un métaprogramme. C'est une tendance dominante à fonctionner selon un certain schéma. Troisième métaprogramme, on avance, on cavale, concerne l'optique dans laquelle nous établissons des relations. Est-ce qu'on établit nos relations par intérêt personnel ou pour les autres? Il y a des gens qui voient les rapports humains que en fonction de ce que ça va leur rapporter. Et d'autres qui vont tout le temps chercher à voir ce qu'ils peuvent faire pour aider les autres. Et bien sûr, ce sont 2 extrêmes, tu vois. Il y a l'énorme égoïste et l'autre qui est pas mieux, hein, c'est le martyr, tu vois. Tout le temps dans le sacrifice, le martyr, quoi. Et en général, on se trouve entre les deux. Il n'y a pas de bien ou mal, hein, à chaque fois dans ces métaprogrammes. C'est la nature qui est faite ainsi. Peut-être qu'on aimerait que tout le monde cherche à voir ce qu'il peut faire pour les autres, mais voilà, on peut pas, comme je disais,
c'est la nature. Et puis tout est utile dans un groupe, tu vois, ça dépend de ce que vous cherchez. Si t'as un restaurant, tu veux plutôt embaucher des serveurs orientés vers les autres. Donc prenez ce type de personnes pour toutes les activités de service, bien entendu. Si vous avez un médecin qui est plutôt orienté vers son intérêt personnel, faites-lui faire de la recherche avec son nom sur toutes les publications. Il en sera très content, il sera peut-être super performant comme ça. Donc en gros, donner aux gens la place qui leur convient, c'est un des problèmes majeurs dans les groupes et dans les entreprises. On travaille optimalement quand tout le monde est à sa place en fait. C'est ça qui est important de comprendre. Donc ici, dans ce cas-là, c'est pas très compliqué de savoir si quelqu'un est porté sur ses intérêts perso ou celui des autres. Il suffit d'observer les comportements. Est-ce que la personne écoute véritablement les autres ou que dalle? Est-ce qu'elle prend des nouvelles? Ce genre de trucs quoi. Voilà, des petits trucs utiles pour un recrutement RH par exemple. 4e métaprogramme, est-ce que tu as tendance à associer ou différencier? Donc je te mets en situation, on te met une image de 3 rectangles avec une épaisseur de traits différente et une orientation différente. Est-ce que tu vas noter en premier leur différence ou leur ressemblance? Tu pourrais dire, il y en a 2 qui sont orientés de la même manière, ou dire, celui-là il n'est pas orienté comme les autres. Tu pourrais dire, ils ont la même forme, ou bien, ils ont des traits d'épaisseur différents. Donc pour déterminer si notre interlocuteur est un associateur ou un différenciateur, il suffit de voir s'il souligne les ressemblances ou les différences avec des questions subtiles que vous poserez. Je vous laisse travailler, je vais pas tout faire non plus. Dans un groupe, le différenciateur, c'est un peu le mec chiant. Quand tout le monde est d'accord sur un truc, lui, il va vous faire remarquer ce qui va pas. Il va vous dire, est-ce que vous avez pensé à ça ou à ça? Ça va pas marcher. Il est relou, tout le monde est enthousiaste et lui, il casse le truc. Mais punaise, c'est super utile, un gars comme ça. Il permet de voir ce qui ne va pas dans un projet, ses contradictions, etc. Donc, n'ayez pas honte d'être des schtroumpfs grincheux à tous les différenciateurs. Moi, j'ai de tendance à être comme ça, pas tout le temps. Mais voilà, je n'ai pas honte. Je m'accepte. 5e métaprogramme, de quelle manière vais-je être convaincu par le travail d'une autre personne? Pour connaître ce métaprogramme, il faut poser 2 questions. La première, qui jouera plus sur un bloc sensoriel, comment savez-vous que quelqu'un a fait du bon travail? Est-ce que vous avez besoin de le regarder faire, d'entendre du bien de lui, de travailler avec lui? La réponse que vous obtiendrez combinera sûrement plusieurs de ces éléments, mais ça vous fera une idée en gros. Et puis la deuxième question joue plus sur un bloc temporel, c'est-à-dire au bout de combien de temps êtes-vous convaincu par la valeur de quelqu'un? Là, vous avez plusieurs types de réponses. Certains diront immédiatement, il suffit de voir une fois le bon travail pour être convaincu. D'autres diront au bout de plusieurs fois, au bout d'un certain temps, 6 mois, 1 an, ou bien d'autres encore seront jamais convaincus de façon définitive. Si votre patron il est comme ça, vous êtes foutu, vous aurez jamais la paix. Franchement, je vous plains. Mais c'est bon à savoir qu'il travaille selon ce schéma-là, pour pas être frustré et tout, au moins vous comprenez. Le 6e métaprogramme, c'est celui de la possibilité contre la nécessité. Donc certains sont plus intéressés par ce qu'ils ont besoin que par ce qu'ils veulent. Ceux qui sont dans la nécessité sont plus intéressés par ce qu'ils ont besoin plutôt par ce qu'ils veulent. Ils travaillent parce qu'il le faut. Ils n'ont pas besoin de vivre les frissons de la vie, ils sont contents avec ce qu'ils ont. Et c'est très bien comme ça pour eux. Ils vont acheter une grande voiture pour accueillir tous leurs marmots et s'en foutent de la voiture de sport qui trace, qui donne des sensations. C'est les mecs chill. Et puis d'autres se mettront en quête de nouvelles possibilités. Ils savent pas s'empêcher de bouger, ils ont tout le temps besoin de faire des trucs. Ils sont moins motivés par ce qu'ils ont à faire que par ce qu'ils veulent faire. Perso, je suis plutôt comme ça. Genre ça fait 2 ans que je dois faire un rapport de stage. Ça rentre pour le 22 avril maintenant. Et pourtant, je suis en train de me faire une semaine de podcast intensive. Mes parents sont pas très contents, je vous avoue. Et puis, franchement, c'est un drame scolaire pour les personnes de ce type-là. Je vous dis pas comment je me fais violence à l'UNIF. Mais de nouveau, ce sont 2 profils intéressants, tu vois. C'est bien d'avoir les 2 dans un groupe. T'as toujours besoin de gens qui font le boulot, qui sont plutôt dans l'exécutif. Et puis d'autres qui vont arriver avec des possibilités improbables. Ils vont te proposer des trucs et tout. Tu seras là, ok. Et puis, disclaimer aux parents qui veulent motiver leur gosse. Si c'est la nécessité qui motive votre enfant, énumérez-lui les métiers qui demandent absolument un diplôme. Par contre, si votre gosse, il est plus enflammé par les possibilités, eh bien alors montrez-lui tout ce qui est possible de faire avec une solide instruction. 7e métaprogramme, le métaprogramme qui détermine notre façon de travailler. Chacun a sa propre stratégie. Certains ne sont heureux que s'ils restent indépendants, ils ont du mal à travailler avec les autres et ne font rien de bon quand ils sont supervisés. Ils doivent faire tourner leur boutique en solo. D'autres au contraire fonctionnent mieux en groupe et ont besoin d'un groupe. Ils fonctionnent mieux en tant qu'élément de celui-ci. Et puis d'autres sont à mi-chemin, ils préfèrent se sentir faire partie d'un groupe, mais travailler de leur côté sur un projet. Donc de nouveau, dans un groupe, déterminer qui est quoi pour optimiser le travail de l'équipe et tirer le maximum de chaque individu. Certains peuvent être brillants mais insupportables en groupe parce qu'ils ne veulent faire les choses que comme eux ils l'entendent. Et cela, vous devez les isoler sur un projet solo par exemple, et si vous lui offrez suffisamment d'autonomie, il se montrera probablement irremplaçable par après. Alors que ceux qui aiment travailler en groupe, ils vont tirer
énormément des discussions qu'ils ont avec les autres, des échanges, optimiser votre équipe de cette manière-là en plaçant les différentes personnalités. Donc voilà, je vous ai présenté les 7 méta-programmes. C'était super dense comme info, je le sais, peut-être que des fois j'ai pas été assez précis. Imaginez quand même que c'est un seul chapitre sur 21, ce livre est monstrueux, il fait 500 pages. Notez bien à chaque fois, chaque méta-programme, comment vous fonctionnez. Je suis sûr que ça vous aidera dans les groupes à savoir comment vous positionner. Moi je me suis positionné différemment, par exemple dans mon département Ustart, en fonction de ça, pour être clair, hein. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était concret, et je vous dis de nouveau à demain. Le défi jour 2 est accompli, j'ai galéré, je vais mieux gérer ça demain. Bisous à tous. It's your responsibility to do something about it. Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock. Now listen to me, all of you.